Bien, bonjour à tous. Donc, merci d'être venus et de vous accueillir pour ce rendez-vous santé qui, la thématique est importante puisqu'on est dans le mois sans tabac. Et donc, le docteur Laya, je vais laisser se présenter et son collègue sont venus nous faire une présentation justement avec le mois. Donc, comme ça a été écrit, voilà. Donc, je te laisse d'abord te présenter. D'accord. Ok, merci. Donc, je suis le docteur Laya Virginie, médecin addictologue au centre hospitalier de Saint-Quentin. Je suis venue avec Laurent Sagnard, mon collègue infirmier en psychiatrie en addictologie. Merci. Donc, merci à M. Blanchard d'être parmi nous et je vais vous passer la parole pour dire quelques mots. Merci Madame la maire adjointe, cher docteur Berthaud, docteur Laya, Monsieur Saviard. Donc Christophe Blanchard, le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin. Je suis très heureux, comme toujours, pour ces rencontres qui font le lien entre ce qui peut être fait au centre hospitalier, mais également qui va vers, donc dans les différents quartiers de la ville de Saint-Quentin, dans le cadre d'une politique qui est souhaitée par l'ensemble des professionnels du centre hospitalier, d'aller au plus proche, à la fois évidemment pour comprendre, expliquer un certain nombre de maladies, de parcours, mais surtout bien prévenir et faire de la prévention. Et donc je tiens à saluer cette initiative désormais bien ancrée, mais qui montre que eh bien, on a toujours besoin d'être informé. Les usagers du service de la santé cherchent des informations, on a besoin d'informer et ça fait partie intégrante des missions de l'hôpital. Et donc on participe et je tiens vraiment à saluer encore plus aujourd'hui ou comme toujours, mais il y a une forte implication du centre hospitalier, tant sur le volet, on l'a dit, de la santé mentale. Il y a eu un gros travail de fait sur ce secteur de la psychiatrie qui avait été salué, y compris par les autorités publiques. Et puis le XAPA plus globalement qui au quotidien bien œuvre pour prévenir, pour soutenir des démarches de sortie du tabagisme. Et vous le savez, l'hôpital est inscrit dans une démarche progressive de lieu de santé sans tabac. Ça ne veut pas dire qu'on ne fumera plus du tout dans les... Alors on ne fume pas à l'intérieur, ça c'est évidemment la loi et la règle, mais de plus en plus on va encadrer le fait de fumer dans les espaces extérieurs pour un jour devenir sans doute un hôpital sans tabac. On ne pourra plus fumer, mais il faut aussi former, informer, et donc je remercie vraiment le grand dynamisme de l'équipe du XAPA sur l'ensemble des secteurs et l'ensemble des services de l'hôpital. Merci Monsieur Blanchard. Donc on vous écoute. Merci. Donc moi, effectivement, on avait cette parenthèse parce qu'en ce moment c'est le mois de novembre, et le mois de novembre c'est le mois de novembre sans tabac. Sinon le mois c'est MOI aussi, parce que je disais M. Blanchard, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est l'hôpital aussi qui est sans tabac. Et puis moi, MOI parce que c'est aussi un parcours individuel de vivre sans tabac et un parcours, une prise en charge individualisée. Alors, donc au sommaire, on va passer vite sur les 3 premiers points historiques, un peu d'épidémiologie, action et complications du tabac, pour insister un peu plus sur le dépistage et l'évaluation et puis la prise en charge. Alors au niveau de l'historique, bon, je vais passer le fait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et le tabac en 1492. On va commencer directement avec la loi E20 en janvier 1991, donc avec l'information sur le paquet de nuit gravement à la santé. D'ailleurs maintenant, c'est plutôt écrit fumer tue, je crois, quelque chose comme ça. Il y a aussi l'augmentation des prix qui n'a pas cessé depuis 1991, l'interdiction de publicité et de parrainage, et puis surtout l'interdiction de fumer dans les lieux fermés à usage collectif. Voilà, et la nécessité d'une signalisation à l'extérieur, là où ça peut être autorisé pour les emplacements fumeurs.
Alors en 2017, il y a eu aussi des ajouts à cette loi E20, le décret, notamment pour le vapotage, qui est lui aussi interdit dans les établissements scolaires, les transports collectifs et les lieux de travail fermés à usage collectif, puisque le vapotage, il existe à peu près depuis 2010. On continue un petit peu l'historique. En 1993, vous allez voir, tous les 3 ans, il y a quelque chose qui sort. La charte Hôpital sans tabac est élaborée. Ensuite, en 1996, le réseau Hôpital sans tabac est créé. Et en 2014 est lancé le programme national de réduction du tabagisme, avec des actions emblématiques dont le mois sans tabac, le paquet neutre, etc. Le programme national de lutte contre le tabac, c'est de 2018 à 2022. Et là, il y a eu le déploiement, effectivement, de la politique du lieu de santé sans tabac, dont vous parlez, monsieur le directeur, sur la quoi nous travaillons aussi à l'hôpital de Saint-Quentin, au centre hospitalier de Saint-Quentin, donc en vous expliquant les aménagements qu'il pouvait y avoir pour signaler les endroits où il était encore autorisé de fumer à l'extérieur. Et puis aussi une grosse partie de travail qui consiste au dépistage pour les patients, que ça devienne plus systématique, comme ça a déjà été réalisé en psychiatrie, et puis aussi la possibilité d'une prise en charge, que ce soit pour les patients et aussi les personnels qu'ils soient médicaux ou administratifs. Donc la France, c'est 12 millions de fumeurs réguliers, c'est 75 000 décès, c'est la première par an en France. C'est la première cause de mortalité évitable en France, juste avant l'alcool. Donc cette mortalité, elle est liée au cancer, que ce soit le poumon, c'est connu, il y a aussi la bouche, le pharynx, le larynx, les cancers digestifs dans l'œsophage, et puis aussi la vessie. Il y a aussi une mortalité due aux maladies cardiovasculaires, ça a des conséquences, le tabac, au niveau des accidents vasculaires cérébraux, parce que ça touche aussi les artères du cœur, donc l'infarctus, et les artères, l'artérite, et les maladies respiratoires, on connaît bien la bronchite chronique, l'emphysème. Alors depuis 1980, la consommation de tabac, elle diminue un tout petit peu chez les hommes, et a tendance à plutôt augmenter chez les femmes. Alors les hommes c'est en rouge, la courbe du haut, et puis les femmes c'est en vert, la courbe du bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les décès, la mortalité attribuable au tabac, elle augmente beaucoup chez la femme et elle diminue un peu chez l'homme. Alors les hommes, ils sont en haut, ça finit à 55 000, et puis les femmes, c'est en bas et ça va jusque 20 000. Donc on retrouve les 75 000 décès par an en France. L'action du tabac, le tabac, c'est une cigarette constituée surtout de goudron. Ce sont des substances cancérigènes, il y en a beaucoup d'autres, en 70, dont aussi de l'arsenic, de l'ammoniac, beaucoup de substances toxiques. Il y a aussi du monoxyde de carbone, du CO, parce qu'en fait, il y a une combustion. Donc, au lieu d'avoir de l'oxygène sur les globules, on a du monoxyde de carbone. Et du coup, moins d'oxygène. Et puis enfin, le troisième, si on veut faire simple, il y a la nicotine. Alors, la nicotine est très très addictive. Pourquoi? Parce que c'est un neurotransmetteur. Neurotransmetteur, ça se passe au niveau du cerveau. Entre deux neurones, il y a un espace où circulent les neurotransmetteurs pour aller véhiculer l'information. Une synapse, ça s'appelle. Et du coup, la nicotine va se fixer sur les récepteurs nicotiniques. Et voilà ce qui se passe. La finalité de ça, c'est de libérer de la dopamine. Voilà, c'est la finalité de beaucoup d'addictions. La nicotine se fixe sur le récepteur nicotinique et puis va activer le circuit de la récompense et libérer de la dopamine. Et c'est ce qui nous rend très addicts. Alors là, les complications maintenant. Donc on a deux diapos, on en a une de celles qui sont causées par le tabagisme passif. Parce que ça aussi, ça se voit moins, mais il y en a encore, du tabagisme passif, c'est quand on est enfumé en fait. Avant ça se voyait beaucoup plus, mais maintenant comme on ne fume plus dans les lieux fermés, ça se voit un peu moins, mais ceci dit, quand on est enfumé, on risque pour les enfants, je vous dis que ce qui est en bleu, parce que c'est ce qui est vraiment avéré, on risque tumeur du cerveau, lymphome, asthme, leucémie. Pour les adultes, on risque d'accidents vasculaires cérébraux, cancer du sein, cancer du sinus,
l'athérosclérose, c'est l'artère qui se bouche, la bronchite chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et puis des accouchements prématurés. Même sans fumer, rien qu'avec du tabagisme passif. Les maladies causées aussi par le tabagisme actif, donc là quand on fume. Donc on a tous les cancers, on parlait tout à l'heure, les cancers ORL, larynx, oropharynx, les cancers digestifs, œsophage, estomac, pancréas, côlon, les cancers pulmonaires, les bronches, et les leucémies aussi, et le cancer de vessie, du col de l'utérus. Les maladies chroniques, avec, comme on disait tout à l'heure, l'accident vasculaire cérébraux, avec l'anévrisme de l'aorte et l'infarctus. Alors on a aussi la cécité, parodontite, la bronchopneumopathie chronique obstructive, là pour les pulmonaires, les complications pulmonaires, et puis voilà, même les troubles de la reproduction. Alors, ce qui nous intéresse, le dépistage et l'évaluation clinique. Alors, le dépistage, c'est simple, c'est demander à un patient ou à quelqu'un, fumez-vous, et puis s'il répond oui, êtes-vous d'accord pour en parler? Voilà, et puis s'il répond non, avez-vous déjà fumé, et si oui, pendant combien de temps, et depuis combien de temps vous avez arrêté, par exemple. Et puis comme ça, on enclenche la conversation, et on peut des fois faire bouger un peu les lignes. Et puis l'évaluation clinique, alors c'est demander combien de cigarettes par jour, le début, on va commencer à fumer, parce que en fait le facteur le plus important, le facteur de risque le plus important, c'est la durée d'intoxication tabagique. Pour l'intoxication. Est-ce qu'il y a déjà eu une tentative d'arrêt? Et puis est-ce qu'il y a du tabagisme passif? C'est-à-dire est-ce que peut-être on fume dans la maison ou est-ce qu'on fume dans la voiture? Voilà. Alors après on évalue aussi la dépendance. Donc ça se fait avec un test, un petit questionnaire avec une réponse sur 10. Ça s'appelle le test de Fagerström. Et selon, alors on peut aussi faire un test de Fagerström simplifié, c'est celui que je vous ai mis là, en posant juste deux des questions du test de Fagerström, qui sont le matin, combien de temps après le réveil fumez-vous? Donc on va répondre si c'est moins de 5 minutes, jusqu'à 30 minutes ou plus. Combien de cigarettes fumez-vous? Donc on va répondre aussi si c'est plus que 30 ou entre 20 et 30 ou moins de 20. Et en fonction de ça, on obtiendra un score, là cette fois-ci sur 6, du coup, puisqu'il y a deux questions. Et en fonction du score, on saura si on aura une idée, si la dépendance, elle est légère, elle est modérée ou elle est forte. Et en fonction de ça, on pourra peut-être aussi adapter le traitement. La dépendance au tabac, à la nicotine, elle est physique, mais elle est aussi psychologique et elle est aussi comportementale. Voilà, physique, parce que il y a aussi un syndrome de manque, quand on arrête de fumer, on a tendance à être des fois peut-être irritable, ou même peut-être des fois un peu agité. On peut avoir aussi un peu de trouble du sommeil ou d'appétit, parce que la nicotine, le neurotransmetteur, il agit un petit peu pour réguler ces choses-là. Et on peut aussi avoir des envies, c'est le côté psychologique, des envies même des fois irrépressibles, peut-être même des fois comme les patients avec une impulsion. Donc, et puis psychologique, parce que des fois quand on fume, c'est parce qu'on a des pensées ou des émotions qui sont désagréables et du coup on se met à fumer ou à utiliser d'autres addictions d'ailleurs. Et puis comportemental, parce que il y a certaines heures ou certaines situations qui font qu'à chaque fois ça s'associe avec une cigarette, le café ou après manger ou quand on est avec tel ami. Bon, voilà. Ça, c'était pour la dépendance. Maintenant, on passe à l'évaluation. Donc, on va évaluer plusieurs choses, notamment la motivation. Donc, au moment de la motivation, il y a un schéma. C'est le schéma de Prochaska et Di Clement. Bon, là, je ne vous l'ai pas fait, mais c'est comme un cercle. On décrit ça comme un cercle. C'est un schéma de motivation qu'on retrouve dans toutes les addictions. Alors, on peut imaginer le cercle. Donc, il y a une pré-intention. C'est-à-dire, on n'y pense même pas. Ça n'a même pas l'air d'être un problème. Enfin, maintenant, ça se sait quand même que le tabac, c'est un problème. Mais bon, mettons. Alors après, on a l'intention, on se dit, ah oui, là, il faudrait peut-être quand même qu'on fasse quelque chose, ça ne peut pas durer comme ça. Alors après, on se prépare. Bon, alors on se prépare, on se renseigne, on consulte. Et puis après, hop, on passe à l'action. C'est pareil avec toutes les addictions.
Alors, on passe à l'action, donc d'accord, on arrête, on se fait tout ça, et soit on se maintient, parce que si on a trouvé un nouvel équilibre, on arrive à se maintenir comme ça, on est bien, on change un peu ses habitudes, ou alors, si on n'y arrive pas, on chute tout, on fait des faux pas, et puis après on peut rentrer dans le cercle. Voilà, pour l'évaluation de la motivation. Des fois même on demande aux patients, vous êtes motivé comment, de 1 à 10, bon, on peut dire ce qu'il en pense, comme pour la douleur. Il y a aussi une évaluation psychologique, parce que c'est vrai que supprimer cette dépendance, ça peut perturber l'équilibre du patient, qui va mobiliser des ressources pour trouver un autre équilibre en fait. Il va devoir mobiliser des ressources pour trouver un équilibre, donc c'est ce qu'on aide à faire. Et bon, des fois, du coup, on peut aussi évaluer un petit peu l'anxiété et la dépression par un test qui s'appelle le test HAD, parce que des fois, ça peut un peu se déséquilibrer. On peut aussi évaluer les consommations associées, parce que la consommation de tabac, elle est très fréquemment associée à l'alcool. Chez les patients alcoolodépendants, c'est 70 à 80%. Mais il y a aussi d'autres substances comme le cannabis, les médicaments, les drogues, d'autres conduites addictives. Donc on évalue tout ça. On évalue aussi l'environnement et la qualité de vie familiale. C'est vrai que tu vas arrêter de fumer, on demande un petit peu dans la famille, est-ce qu'il y en a d'autres qui fument après, sur le plan professionnel aussi, est-ce que quand vous faites la pause, vous allez fumer, ou alors est-ce que c'est un endroit non-fumeur, etc. On fait un examen clinique, parce qu'évidemment, comme il y a des répercussions au niveau du cœur, au niveau ORL, au niveau pulmonaire, on examine tout ça, on prend l'attention. Et puis, on a aussi un petit marqueur, on a la possibilité d'avoir des marqueurs qui sont le monoxyde de carbone dont on parlait tout à l'heure, qu'on retrouve dans la circulation du sang. Eh bien, on peut le tester avec un petit CO-testeur que Laurent vous a ramené, parce qu'il pense à tout. Et du coup, on souffle là-dedans et on voit un petit peu le pourcentage de monoxyde de carbone qu'on a dans l'air expiré. Intoxication au monoxyde de carbone. Donc ça, du coup, ça parle aussi aux gens parce qu'ils disent « Oh là là, intoxiqué au monoxyde de carbone ». C'est comme quand on a un poêle qui ne fonctionne pas bien l'hiver, on s'intoxique avec du monoxyde de carbone. Et voilà, on obtient un score en ppm. Et ça aide aussi dans la prise en charge. Alors la prise en charge, justement, eh bien, alors, il y a plusieurs versants. La motivation, c'est l'entretien motivationnel, voilà, c'est la façon qu'on a un petit peu de parler avec le patient, en lui posant des questions ouvertes, pour qu'il n'ait pas répondre oui ou non, mais qu'il soit expliquer un petit peu plus sa situation, en essayant toujours de valoriser aussi, parce que c'est des fois des patients qui ont essayé plusieurs fois, et à chaque fois qu'ils sont retombés dans le cercle vicieux, donc ils sont un peu découragés, mais on essaie toujours de montrer ce qui a été bien, là où il a déjà acquis des connaissances et où il va pouvoir encore... On essaie aussi de faire une écoute réflective, pour envoyer un petit peu ce qu'il dit, comme ça il s'entend, et puis résumer pour dire ok, vous êtes d'accord pour essayer de mettre ça en place, comme ça lui permet d'avoir une stratégie. Et puis après, il y a le sevrage aussi. Alors le sevrage, on a des traitements substitutifs nicotiniques, ça c'est connu, ils sont remboursés en plus depuis janvier 2019, donc sous forme de patch, des patchs sur 16 heures ou sur 24 heures. Il y a aussi, il y avait avant des gommes, ça existe toujours, mais ça se prescrit un peu moins. Il y a aussi des inhaleurs, il y a même des sprays, tout ça c'est pas remboursé. Ce qui est remboursé, c'est les patchs et les pastilles nicotiniques. Oui, parce que le tabac, les cigarettes en tout cas, ça fonctionne un peu comme ça, un pic de nicotine, hop, ça va directement au cerveau, dans les 20 secondes, je crois. Et puis après, un creux. Donc là, on manque un peu de nicotine, donc on remet ça. Donc on a des pics et des creux quand on fume. Alors, quand on a un traitement substitutif nicotinique par patch, c'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement. C'est plutôt un petit peu de nicotine qui diffuse comme ça. Donc voilà, on est un peu plus dans la régularité, mais ceci dit, les récepteurs nicotiniques, ils sont un peu occupés, donc ils ne vont pas réclamer logiquement, mais ça ne fait pas le même effet. Par contre, quand on suce une petite pastille, ça fait un petit shoot de nicotine. Alors je crois que j'ai rien oublié dans le traitement substitutif nicotinique. Alors après, il y a aussi la cigarette électronique. Enfin, on l'appelait comme ça au début, depuis 2010.
Mais maintenant, on parle de fois plutôt de vape et de vapoter, pour pas qu'il y ait de confusion. On ne va pas fumer de cigarette électronique, on va plutôt vapoter avec une vape. Et d'ailleurs, dans le domaine des cigarettes électroniques, enfin ça c'est pas nous qui nous en occupons, hein, mais il y a encore des nouveautés qui sont sorties hein, pour les jeunes, avec parce que l'industrie du tabac, elle n'est pas à court d'idées hein, pour arriver à nous rendre accro à la nicotine ou nous faire mettre un doigt dans le cercle vicieux. Donc ils ont fait des puffs. C'est des cigarettes électroniques jetables, avec des cigarettes électroniques qui contiennent en fait des sels de nicotine, qui sont très addictives aussi. Et sinon, la cigarette électronique, ça comprend une batterie et puis un réservoir avec de la nicotine ou pas de nicotine. Des fois, j'ai des patients qui disent ah non, une cigarette électronique, on n'a pas de nicotine dedans. C'est parce que comme ça, on peut aller faire la pause avec les autres. Okay. Donc, nicotine. L'idée, c'est même avec nicotine pour la chose de nicotine. D'ailleurs, il y en a même qui biberonnent un peu, qui n'en ont pas trop souvent. Et c'est un petit problème d'ailleurs, parce qu'après, on peut devenir accro à la cigarette électronique. Donc, il y a là ça, et puis après, il y a les arômes. Hein. Alors, on dit il faut peut-être éviter un peu les goûts fruités, parce que du coup, on devient un peu accro aux arômes. Et puis, il y a les solvants. Les solvants avec polycol et puis de la vaseline. La glycérine végétale. Hein, voilà. Ok. Et alors par contre, on ne conseille pas de s'initier avec la cigarette électronique, hein, parce qu'après ça peut créer la dépendance à la nicotine, et puis on peut basculer sur le tabac. Mais pour les fumeurs, des fois, s'ils disent ah ben oui, mais moi ça me plairait de passer plutôt à la vape, pourquoi pas? Ça peut être une transition. Et puis, normalement, idéalement, au bout d'un an, on pourrait avoir essayé de se débarrasser aussi de la vape. Voilà. Alors après, il y a la prévention de la rechute, parce que ça aussi c'est important, hein, déjà relever le défi d'arrêter de fumer. Au bout d'un mois déjà qu'on a arrêté de fumer, comme ce qu'on fait devant sans tabac, on a 5 fois plus de chances de maintenir l'arrêt du tabac. Mais bon, après, effectivement, il faut maintenir ça. Donc on peut faire encore des entretiens motivationnels, hein, pour activer la motivation, pour continuer à mettre en place des nouvelles habitudes. Et moi, il y a des thérapies cognitivo-comportementales, hein, les TCC. Moi, j'aime bien pratiquer la thérapie ACT. C'est une thérapie d'acceptation et de l'engagement, parce que je trouve qu'elle est efficace pour toutes les addictions. Donc en fait, ça part du principe, si vous voulez que je vous explique, mais sinon... bon, ça vous intéresse. Alors, la thérapie d'acceptation et d'engagement, en fait, ça part du principe qu'on a une souffrance, hein, des émotions ou des pensées qui sont désagréables. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a recours à une addiction. Alors la liste elle est longue. Hein. Bon, le tabac et l'alcool, c'est les 2 premières en haut de la liste parce qu'elles sont légales. Et après, il y a les addictions aux médicaments, les addictions sans substance, les addictions aux substances illicites, enfin, bref. Et donc, hop, ça calme un petit peu sur le coup, mais après, on est un petit peu coincé dans un cercle vicieux parce qu'on est pris au piège. Donc, l'idée, c'est d'aller essayer de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté pour se mettre à développer des actions engagées qui correspondent un petit peu plus aux valeurs ou aux ressources qu'on a. Et se dire, bon, ça y est, on va retrouver la flexibilité pour mettre ça en place et puis aller dans un cercle plus vertueux, quoi. Voilà, parce que l'idée, c'est pas non plus de basculer d'une addiction sur les autres. Moi, je dis aux patients, oui, si c'est pas arrêter de fumer, puis se mettre à boire en rentrant, on va pas être peut-être aidé. Je dis, attends, on va faire ça, docteur. Okay. Mais bon. Voilà. Ah oui, il y a aussi un truc que j'aime bien expliquer aux patients qui arrêtent de fumer, parce que c'est toujours une question de stress. Hein. C'est vrai, on est stressé, donc alors, on ne sait pas quoi faire pour se déstresser un peu. Il y a ça, il y a les addictions, on boit un coup, ou alors on fume. Ok, mais là, c'est une solution qui, si on l'a fait, elle ne coûte pas cher, ça commence à se connaître d'ailleurs. Moi, j'appelle ça la respiration abdominale, mais ça peut être aussi la cohérence cardiaque. Hein. Donc, en fait, c'est une respiration où on inspire par le nez, en comptant idéalement jusque 5, et puis ensuite, on souffle par la bouche, en rentrant son ventre et en comptant idéalement jusque 5 aussi. Et ça va stimuler le nerf vague. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez, quand on fait un malaise vagal, là, on tombe, mais là on ne va pas tomber. Juste, ça va faire baisser un petit peu l'anxiété et la pression et le stress.
Donc il y a des petites applications même qui existent. On peut cliquer sur internet, on trouve cohérence cardiaque, ça se fait beaucoup parce que ça se fait en méditation, en hypnose, en sophrologie, en relaxation. Bon. Et donc il y a même des petites applications qui ont été développées pour mettre sur le téléphone. On l'a d'ailleurs, on l'a ramené. On peut télécharger ça sur son portable et il y a une petite bulle qui monte comme ça. Il faut inspirer quand la petite bulle monte, puis elle descend et il faut souffler quand elle descend et ça se produit pendant 5 minutes. Donc ça a un effet anxiolytique, ça détend la tête, ça calme le cœur aussi, s'il a tendance un peu à s'emballer, c'est pour ça. Et puis ça favorise le transit. Donc c'est tout bénéfice. Tout ça parce que ça stimule le nerf vague. À condition de le faire, évidemment. Alors là, 5 minutes, 3 fois par jour. Après, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais moi, des fois, je dis aux patients aussi, comme ça, là, vous pouvez faire. Là, vous êtes oxygéné, puis vous êtes plus détendu. Voilà, bon ben voilà. Bon, on arrête ensemble, on n'est pas nombreux, mais bon. Et puis, du coup, on peut, si vous voulez, répondre à vos questions, Laurent et moi. Moi, je voulais revenir sur le mois sans tabac. Je vais parler sans micro parce qu'on n'est pas très... D'accord. Donc, je voulais revenir sur le mois sans tabac parce que c'est la 7e année, il me semble, du mois sans tabac. Et j'ai échangé tout à l'heure avec M. Blanchard et je disais que cette année, on avait eu un public un peu différent. Et moi, je suis très content d'avoir eu beaucoup de médecins qui sont venus prendre de la documentation et s'intéresser à la consultation. Donc, des médecins fumeurs, je précise. Et oui. Et d'autre part, je trouve que par rapport aux années précédentes, on a fait beaucoup de prescriptions. Alors moi, j'ai fait le calcul sur 100 documentations remises, on a fait 20 consultations et 10 prescriptions. Ça peut paraître pas énorme, mais par rapport aux années précédentes, on a trouvé que c'était beaucoup. Et voilà. Toujours dans le même cadre, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le pôle de prévention. Donc c'est la diabétologie et les consultations du médecin qui s'occupe des chirurgies bariatriques, qui sont des chirurgies lourdes, qui imposent des protocoles où le patient doit être non-fumeur. Et du coup, j'ai fait une information à une dizaine de dames qui étaient là pour la pré-consultation. Et sur ces 2 dames, il y en a 2 qui sont venues cette semaine pour un arrêt de tabac. Et je me dis, c'est bien, cette campagne, elle ne s'essouffle pas en fait. Elle prend des formes inattendues. Et ça nous a bien fait plaisir, quoi. Voilà. Donc je voulais rebondir sur 2 ou 3 petites choses aussi. Effectivement, Madame Laya parlait des puffs. Alors moi, je suis un combattant fervent anti-puff. Parce que la puff, on vous l'a expliqué, c'est une cigarette électronique jetable avec ou sans nicotine. Le seul problème, c'est qu'elle est vendue dans des magasins comme Jiffy, dans des supérettes, hors des lieux dédiés au tabac, hors des magasins de vapotage. Et moi, je suis un ancien du XAPA, donc du centre Addicto, et j'ai eu beaucoup de jeunes collégiens dont le premier rapport avec quelque chose de fumé était la puff. Et bon, voilà. Moi, je le vois comme un vrai problème de santé publique, quoi. On pourrait penser que si le jeune va utiliser la puff, il ne va pas utiliser la cigarette. Or, il y a 80% quand même des jeunes qui utilisent les puffs qui fument. Là, on ne va pas sans doute. Dès qu'on devient un problème de nicotine, après, la cigarette, ça paraît aussi. Oui. Voilà. À côté de ça, on mène des actions transversales aussi. On ne fait pas que de la consultation et pas que de la formation. Moi, j'ai pu mener une petite expérience cette année où, l'occasion de l'inauguration de la démarche de soins sans tabac, des élèves sont venus. Donc, on va reconduire cette opération cette année. Donc, avec des élèves de première du lycée Henri Martin, que je forme à la Tabaco et qui vont eux-mêmes après dans les écoles primaires faire de la prévention. Et le message qu'il est porté par des jeunes de 16 à 18 ans, il a une autre portée que le nôtre, parce que nous on est des acteurs légitimes, mais les jeunes ont d'autres éléments de langage et d'autres moyens de convaincre. Donc je suis content aussi que cette expérience se poursuive. Et pouvoir surtout aussi développer le dépistage sur
l'hôpital et puis la prise en charge, puisque maintenant de la psychiatrie qui va passer sur l'hôpital. Pour rebondir toujours sur les chiffres de Madame Laya, en 2023, donc cette année, moi j'ai mené une enquête auprès des professionnels de santé du pôle 8, c'est-à-dire le service de psychiatrie, sur 100 personnes, donc psychologues, médecins, infirmiers, secrétaires, ASH. On a 75% de femmes. Et sur l'ensemble, donc sur les 100%, il y a 25% de fumeurs. Donc ça rejoint la population générale, oui. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais auprès de la progression du tabac chez les femmes et chez les jeunes femmes. Et ben voilà, c'est un petit échantillon de cette réalité. Peut-être que vous avez aussi des questions. Oui, juste une ou deux questions, mais par rapport à la grossesse, justement. Ah oui, parce que c'est connu. Bon, c'est connu. En plus, si ça augmente, si on a plus maintenant les femmes de plus en plus, déjà qu'il y a l'alcool aussi qui jouait, est-ce que du coup, vous avez une sensibilisation particulière, par exemple en maternité ou Oui, notre collègue. Donc on a une collègue qui s'appelle Séverine Leroux, qui est puéricultrice et qui depuis plusieurs années mène des actions de prévention et de suivi des grossesses. Et j'irais même avant, pendant et après la grossesse. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle, beaucoup de mamans arrêtent de fumer pendant la grossesse, parce qu'il y a une injonction impérieuse à ne pas fumer, et reprennent le tabac. Donc c'est important surtout après les premiers pas de bébé d'être là, parce que c'est des périodes aussi délicates pour les femmes, parce qu'il y a l'apprentissage du rôle de mère, et beaucoup d'anxiété, et on a beaucoup de reprises de consommation. Donc Séverine n'est pas avec nous ce soir, mais elle fait un gros boulot au niveau de la maternité avec les équipes sur le suivi et la prévention. Voilà. En plus, pour l'allaitement, si la mère allait, ça ne doit pas être très recommandé. Ah non, c'est tout à fait conseillé. Zéro tabac et zéro alcool en théorie pendant la grossesse. Hein. Je vais me permettre de compléter aussi le docteur Laya. On parlait de tabagisme passif, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte maintenant. Et c'est pour ça qu'on parlait de testeurs de monoxyde de carbone. Je teste aussi beaucoup de gens qui sont à domicile tabagie passif, et ben, on s'aperçoit avec le testeur que c'est des gens qui reçoivent des doses de monoxyde de carbone. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à zéro, ils ne sont pas au niveau de la pollution ambiante. Ils sont à un taux qui fait qu'ils absorbent du monoxyde de carbone. Voilà. J'ai un ami, moi, qui fume en voiture. Il vapote. Et donc, s'il vapote, moi je suis fumeur vétéré. La fumée, ça me sort par la cigarette, ça sort par le nez. Et donc, je voulais savoir, quand il vapote comme ça, j'en respire aussi. Alors, la vapote, justement, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone. Comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de monoxyde de carbone. Il y a de la nicotine, il y a de la vapeur, il y a des arômes, mais il n'y a pas de CO. C'est pour ça, d'ailleurs, que passer et faire la transition par la vape avant d'arrêter de fumer, ça peut être une bonne transition, si ça peut aider. Moi, j'ai voyagé avec lui pendant 1 heure. Moi, j'ai rien dit parce que... Oui, mais c'est la vapeur, il n'y a pas de monoxyde de carbone et des arômes. Pour vous répondre plus précisément, monsieur, une cigarette, au bout de la cigarette, c'est 800 degrés. C'est 800 degrés donc, qui arrivent dans vos poumons. La vapoteuse, il n'y a pas de combustion, comme l'a expliqué le docteur Laya. Donc c'est du glycol qui est légèrement chauffé et qui devient de la vapeur. Donc en fait, vous allez ingérer aucun monoxyde de carbone, c'est sans danger pour vous. Maintenant, pour aller un peu plus loin, effectivement, comme le disait le docteur Laya, nous, on ne le recommande pas en usage parce que la Haute Autorité de Santé ne dit pas donner des vapoteuses. Maintenant, je travaille avec des tabacologues, dont un qui est très connu, qui est le professeur Dotzenberg, qui dit que être fumeur, c'est prendre une autoroute à contresens. Être vapoteur, c'est la prendre dans le bon sens, mais rouler un peu vite. Voilà. Et justement, par rapport au vapotage, tu disais tout à l'heure, le relais, est-ce que vous avez un peu de recul sur ça fonctionne, ou est-ce que finalement il y a des gens qui reviennent à la cigarette
malgré tout, malgré le passage justement au relais vapotage. Oui, tout se voit. Ceux qui passent à la cigarette électronique, enfin, nous c'est plutôt les TSN qu'on préconise, hein, mais s'ils souhaitent une cigarette électronique et qui après diminue les doses de nicotine, c'est ce qui doit se faire en théorie, qui même des fois disaient qu'ils utilisent la vape et qui n'ont même plus de nicotine dans la vape. Et puis il y en a d'autres qui restent un peu accros à la vape et qui viennent aussi des fois pour dire on va essayer de se motiver pour faire ça. Ou chez qui l'utilisation devient problématique parce que c'est du biberonnage, donc auquel cas on préfère leur mettre un TSN pour qu'ils aient la nicotine comme ça, parce qu'il faut se dire qu'avec la vape, on a le même problème qu'avec le tabac, à savoir c'est les shoots de nicotine qui arrivent, même s'il n'y a pas de monoxyde de carbone, il y a quand même les shoots de nicotine, et ça c'est très addictif les shoots, comme avec l'héroïne ou le reste, alors qu'avec le TSN, il y a un petit peu de nicotine qui diffuse et qui se met sur le récepteur sans qu'il y ait d'effet de shoot. Donc c'est moins addictif que ce soit plus régulier. Et on arrive normalement avec les TSN, même en partant d'un TSN fort dosage, ensuite passer à un dosage inférieur, encore ensuite à un dosage inférieur, et puis après arrêter. Mais dans la condition aussi d'avoir dans l'intervalle mis en place des nouvelles choses, on serait tout bien à faire de la marche, à manger plus équilibré, à faire des choses qui vous font du bien sans vous faire du mal. Quoi. Équilibrer peut-être la dopamine aussi. Donc vous avez du tabagisme passif. Bien sûr. Mais tous les 3 mois, il lavait ses rideaux. Quand elle était jaune, on aurait dit la chicorée, c'était la nicotine. Bien sûr. C'est incroyable. Oui, et tous les autres toxiques qu'il y a. Hein. Je ne sais pas, j'ai dit 70 cancérigènes. Il y a au moins 4000 substances toxiques dans le tabac. Oui, et puis j'ai pas parlé aussi des 2 traitements qu'on avait avant aussi, les traitements Péros, mais c'est parce qu'on les prescrit plus beaucoup. Il y avait le Champix, mais il est plus commercialisé, ça s'est arrêté, il y a eu un problème de fabrication. Et puis avant, il y avait Zivan aussi, qui est un antidépresseur, qui est encore commercialisé, qui n'est pas remboursé. Moi, je suis peu adepte de ce genre de prescription, parce que ça génère... Il y a une balance bénéfice-risque en fait, entre les risques liés aux médicaments et voilà. Donc, et pour revenir sur la vapoteuse, toujours pour finir là-dessus, la différence entre les vapoteuses et les puffs, c'est que généralement les vapoteuses, vous allez les trouver dans des magasins de vapotage, que les produits, ils ont une norme CE, c'est-à-dire qu'en France, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 18 mg de nicotine, et dans tous les magasins de vapotage. Alors que les puffs qui sont vendus un peu partout, je ne suis pas sûr de parfois des normes, mais voilà. Et que vous aurez au moins le conseil. Après, nous on ne le recommande pas, mais si l'usager arrête de fumer, ça sera toujours mieux. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le vapotage, par exemple, la nicotine, ça va jusqu'à 50 mg. Donc on est pas mal en France quand même. Hein. On a des règles assez carrées là-dessus. Voilà. Ça ne devait pas être interdit à la vente, les puffs. Alors, Elisabeth Borne, début septembre, a fait une annonce en fait à l'Assemblée en disant on devrait l'interdire. Maintenant, le processus qui va amener à l'interdiction, je pense qu'il va être assez long. Parce qu'il faut savoir que l'industrie du tabac perd en gros 1 million de fumeurs par an. Donc en fait, ils investissent sur d'autres supports. Donc je pense qu'il y a des enjeux autres qui sont notamment économiques et que nous on ne maîtrise pas. Voilà. Après nous, de notre point de vue soignant, bon, c'est pas notre problème en fait. On se concentre sur les usagers et ceux qui viennent nous voir, quoi. Voilà. On avait une question pour vous aussi, on voulait vous demander qu'est-ce que c'était les bénéfices de l'arrêt du tabac. Du coup, on vous a déjà mis la réponse en partie là. Ah bon. Donc voilà, hein, le monoxyde de carbone, tout ça, ça part très vite. La pression sanguine, elle revient normale. Le monoxyde de carbone, il s'élimine déjà le lendemain. Et puis après, de jour en jour, ça va mieux. On retrouve le goût, l'odorat. Et puis on a moins de risques, tous les risques dont on parlait tout à l'heure, hein, ça me nuise. Le risque d'accident vasculaire qui rejoint celui d'un non-fumeur au bout d'1 an. Le risque des cancers du poumon qui diminue presque de moitié au bout de 5 ans. Et puis l'espérance de vie aussi qui devient identique à celle d'une personne d'ailleurs j'avais fumé au bout de 15 ans. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite concernant le coût pour la sécurité sociale? Ça doit être énorme. Oui, probablement. Toutes ces
ces pathologies. 75 000 décès par an en France qu'on pourrait éviter. Alors le plan national de lutte aussi contre le tabac, là, 2023-2027, le prochain, ça va encore donner des orientations pour essayer d'arriver à peut-être une génération sans tabac en 2032, qui sait. En tout cas, un hôpital sans tabac le plus rapidement possible, on le souhaite, mais bon, ça demande du temps. Non, le prochain plan, c'est 2020. Là, on avait 2023-2027. Et tout ça, c'est pour donner encore des directives pour essayer d'avoir une génération sans tabac en 2032. À l'hôpital de Saint-Quentin, il y a un espace dédié maintenant. Quand on descendait, il y avait toujours des fumeurs. On y travaille, oui. On y travaille. On y travaille. Ça a diminué. Ça, voilà. Ça a diminué, j'ai remarqué. Mais voilà, on a le droit de fumer, sauf dans les espaces où ça va être encore toléré et indiqué. Mais là, sur les mois à venir, on met en place des lieux. Oui, mais là, j'ai remarqué que ça a diminué parce que moi, je fréquente l'hôpital tous les mois et je vois qu'il y a moins de monde qui fume devant parce que c'est vraiment. Oui. Ça donne une image. Oui, c'est vraiment horrible. Moi, j'ai quelqu'un qui est fort malade sur un fauteuil roulant quand je passe et je respecte comment ça se passe. Alors, ça prend un peu de temps parce que l'architecture même de l'hôpital ne favorise pas les emplacements comme on les voudrait, mais on y travaille. En fait, ça va arriver assez rapidement. Moi, je peux vous dire, j'ai 59 ans, donc je suis infirmier depuis quelques décennies. Et quand j'étais formé, je travaillais à l'hôpital de Noyon, et quand je faisais des prises de sang, je suis un ancien fumeur. Hein. J'avais une cigarette coincée entre mes doigts, et je savais à la longueur de la cendre combien de tubes j'allais pouvoir prélever. Et je travaillais avec des médecins du SMUR et qui étaient fumeurs aussi. Et ce genre de choses, vous ne le verrez plus nulle part. Voilà. Et par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur, j'ai toujours du mal à comprendre. Après, je sais que la nicotine, elle fait faire des choses qu'on ne maîtrise pas, mais j'ai toujours du mal à comprendre que les professionnels de santé s'engagent dans le tabac, parce qu'ils n'ont pas tous commencé avant d'être dans leur profession. Et je n'arrive pas à comprendre que malgré la connaissance, parce qu'ils ont la connaissance, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas, malgré la connaissance du danger, qu'ils y mettent. Je vais répondre. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Après, il y a très peu de temps, du coup, j'ai reçu un groupe d'internes fumeurs qui m'ont expliqué à quel point les études de médecine étaient encore un parcours extrêmement difficile, extrêmement stressant. Donc ça ne justifie pas fumer, mais... Quand on n'a pas d'autres outils, c'est des fois celui qu'on trouve, les deux béquilles qu'on trouve pour lutter contre le stress, c'est le tabac et l'alcool. Et même si c'est à la longue pas des béquilles, ça devient des gros boulets, mais ça, après, quand on est pris au piège, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Le piège pour nous... Mais on y arrive. Le piège pour nous, je suis un ancien fumeur, je sais de quoi je parle, c'est de se dire que de toute façon, toutes les situations de stress qu'on peut vivre à l'hôpital et de stress autour de la santé d'un patient vont générer après de la consommation de tabac, et on trouve ça très bien. Enfin, c'est l'ancien fumeur qui vous parle. Maintenant, je fais toujours aussi bien mon travail sans cigarette, et ça se gère très bien. Alors moi, je peux vous le dire, l'année où j'ai arrêté de fumer, j'ai mis 2300 € de côté parce que je mettais 10 € par jour. C'était ma consommation. Oui. Alors, je ne suis pas là pour parler de mon histoire personnelle, mais parce que j'en ai parlé avec Madame Laya. J'ai arrêté de fumer en revenant des Jeux Olympiques de Rio, où j'ai pu travailler. J'ai eu la chance de travailler donc, auprès d'Usain Bolt, auprès de Carl Lewis, auprès de stars de l'athlétisme. C'est comme ça qu'il est devenu sportif. Voilà. Et voilà, il est rentré dans un cercle vertueux. Et donc, Rio, au mois de juillet, c'est 40 degrés et 98% d'humidité. Et c'est les 98% d'humidité qui font que si on est un peu asthmatique et fumeur, eh ben on ne profite pas, parce qu'on n'est pas bien toute la journée. Et on se dit, je vis des moments exceptionnels avec des gens que je ne vais pas rencontrer tous les jours, et j'en profite pas complètement. La décision que vous avez prise, ça a été radical. Radical. Du jour au lendemain. Parce que je ne voulais plus vivre ce calvaire-là. Il a fallu qu'il m'arrive. Moi, j'ai Et ton pixie qui t'a pas arrêté. Et il s'occupe de ma comptabilité et tous les trimestres. Tu vois, c'est bien ça. 2 heures pour quitter chez moi. C'est un fumeur de gin and Monks.
J'appréhendais. Il arrêtait pas de raconter. Il était à peine parti, on ouvrait tout parce que ce rendez-vous était tellement que ça sentait bon des cigarettes. Et un beau jour, évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait le cancer de la gorge, il a été opéré, il avait un trou là, le pauvre. Alors, du jour au lendemain, il voulait, moi je fumais pour le fâcher, mais s'il y avait quelqu'un qui venait chez lui, il fallait pas qu'il fume, hein. Il est devenu assez bon. Comme quoi, il a fallu qu'il ait le cancer de la gorge pour qu'il prenne conscience de ça. C'est pour ça que Mme Naya a intitulé la conférence « Moi sans tabac, moi sans ex », parce que chacun a un parcours individuel par rapport à la cigarette. C'est comme l'alcool, chacun a une histoire individuelle qui nous relie à ça. Nous aussi à l'hôpital, on rencontre des gens qui rentrent vite fait dans le cercle de la motivation. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir l'intention, la pré-intention, la préparation. Ils sont tout de suite l'AVC ou l'infarctus. Donc là, et puis du coup, on essaie de préparer les choses rapidement pour que la sortie ne tombe pas dans le piège. Et je crois que Virginie, on est d'accord pour dire que la prise en charge de l'usager fumeur, il faut sortir de l'idée de la morale, c'est bien, c'est pas bien, il faut de la volonté, pas de volonté. On est des soignants et on soigne des gens, en fait. Donc il faut être bienveillant, il faut être soutenant. Il faut Voilà. Mais c'est aussi des idées qui ont évolué, parce qu'avant, on ramenait beaucoup de choses dans le champ de la morale, c'est-à-dire fumer c'est pas bien, ou vous avez pas de volonté, ou... Le discours médical a beaucoup évolué. Maintenant, on dit plutôt fumer, c'est mortel. Oh. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et puis, ça peut s'éviter. Ça peut s'arrêter. Okay. Très bien, on vous remercie en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci à vous.